Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est-à-dire. Un pays à l'arrêt, l'économie menacée, une course contre la montre pour sauver des vies. En quelques semaines, le coronavirus a tout changé, comme les autres grandes épidémies qui ont marqué l'histoire. Peste noire, grippe espagnole, quelles empreintes ont-elles laissées dans notre société? Pour en parler avec nous ce soir, notre invité Patrick Zilberman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite d'histoire de la santé en duplex depuis le Maine-et-Loire. C'est un peu le système D, mais on s'adapte tous à la télé. Vous avez très longtemps été membre du Haut Conseil de la santé publique qui aide le gouvernement à prendre les bonnes décisions, notamment en temps de crise sanitaire comme aujourd'hui. Alors grâce à votre expertise, nous allons prendre un peu de recul et mieux comprendre ce que nous vivons. D'abord, la situation aujourd'hui, Patrick Zilberman. Est-ce que c'est vraiment une grande première dans l'histoire ou finalement l'histoire se répète? Je ne crois pas que ce soit une grande première. En fait, c'est une épidémie de grande ampleur, comme on en a connu un certain nombre, et notamment au 19e et au 20e siècle. 19e, ce sont les grandes épidémies de choléra qui ont touché l'Europe à partir du début des années 1830 jusqu'à à peu près la fin du siècle. Et puis, au XXe siècle, on a eu les 3 pandémies grippales, 1918, 1957 et 1968, plus d'autres épidémies, la vache folle, le sida, le VIH en tous les cas, un certain nombre d'événements qui ont quand même fortement secoué momentanément les populations. Alors justement, on est en dispositif de confinement. Est-ce que c'est efficace? Que nous raconte l'histoire? Vous dites que ce n'est pas l'arme absolue, Patrick Zilberman. Non, j'ai dit que les quarantaines n'étaient pas l'arme absolue, parce qu'il faut distinguer les quarantaines et le confinement à domicile. C'est pas du tout la même chose. Les quarantaines, consiste à enfermer des personnes asymptomatiques dans un périmètre clos, et ces personnes peuvent être ou n'être pas contagieuses. Autrement dit, vous mélangez, si vous voulez, des gens qui sont contaminants et des gens qui ne le sont pas, mais qui vont être contaminés. Donc, au lieu de contenir, si vous voulez, le mal, vous le propagez, en fait. Et puis, il y a le confinement à domicile, qui est une chose totalement différente. On demande aux individus de se calfeutrer au fond de leur appartement de façon à limiter les contacts, les déplacements et la participation au rassemblement. Oui, vous dites que ça a des vertus mobilisatrices, presque pédagogiques, finalement, pour essayer de faire prendre conscience à la population de l'importance et de la gravité de la situation. Oui, il y a un aspect pédagogique, il y a un aspect, si vous voulez, difficile qui consiste à demander à la population de changer ses habitudes, même si c'est momentané, mais d'un seul coup, si vous voulez. C'est ça qui est très difficile. Comparé aux épidémies qui ont sévi dans l'histoire, est-ce que la crise vous semble bien gérée aujourd'hui, Patrick Zilberman? On a parlé de surréaction au début, puis maintenant de sous-réaction. C'est finalement pas la première fois. Il n'y a ni surréaction ni sous-réaction. Je pense que les autorités sanitaires, en tout cas en France, ont essayé de régler, ont essayé de gérer, si vous voulez, à la fois le côté technique de la crise et le côté politique en gardant leur calme. C'était très important, si vous voulez, pour ne pas déclencher des mouvements divers dans la population. Dans l'histoire, il y a déjà eu des cas de surréaction ou de sous-réaction. Mais elles s'accélèrent parce que tout simplement le développement de l'épidémie, la circulation du plonge dans une gestion assez rationnelle de la crise. Est-ce que l'Organisation mondiale de la santé, son intervention dans cette crise qui est maintenant mondiale, vous semble à la hauteur et notamment au regard des anciennes épidémies, de son intervention dans le passé? Alors, l'intervention dans le passé de l'OMS, on peut distinguer dans le passé très récent, parce qu'on ne va pas remonter trop loin. De toute façon, l'OMS a été créée en avril 1948, donc c'est assez récent. Je
crois qu'on peut distinguer 3 moments, si vous voulez. Il y a le SRAS en 2002-2003, qui a été un peu le moment de gloire de l'OMS, parce que grâce à une petite équipe de jeunes épidémiologistes, l'OMS a réussi, si vous voulez, à prendre le contrôle sur l'épidémie et en même temps sur la direction chinoise, c'est pas rien. Et puis il y a un deuxième moment qui est celui d'Ebola, où le capital de prestige que l'OMS avait acquis en 2003 s'est totalement effondré, étant donné les erreurs de gestion, le manque de réactivité dont l'OMS a fait preuve en 2014-2015. Et puis il y a aujourd'hui. Alors aujourd'hui, malheureusement, l'OMS, à mon sens, est un peu trop discrète, un peu trop silencieuse. Elle a, je crois, dû céder aux instances diplomatiques de la Chine notamment, mais certainement pas seulement de la Chine. Et elle est évidemment, gênée dans sa politique par le fait que l'OMS est une organisation non pas internationale, mais intergouvernementale. Ce sont les États qui font la loi à l'OMS. Et non pas le directeur général qui n'a qu'une fonction de secrétariat général, si vous voulez, de l'organisation. Une question quand même, qu'aurait-il fallu faire alors? Est-ce qu'il aurait fallu être plus sévère, que l'OMS évidemment soit moins en retrait, qu'on ferme davantage et plus vite les frontières, qu'on restreigne davantage la liberté de circuler? Je pose la question toujours pareil au regard des anciennes épidémies. Est-ce que ça a servi de se claquemurer historiquement? Mais écoutez, c'est rare les épidémies ont été claquemurées en fait. Le confinement à domicile a été une méthode utilisée en 2003 à Toronto et ailleurs, en Asie du Sud-Est aussi. Ça a relativement bien fonctionné, c'est-à-dire que si les gens parviennent à rester chez eux pendant 15 jours, 3 semaines, ça peut ralentir effectivement la circulation du virus. Maintenant, dans le passé, il ne s'agissait pas de ça. Dans le passé, on avait des quarantaines collectives avec les contradictions que je vous ai expliquées au début de notre conversation. Le confinement à domicile n'était pas envisagé, n'était pas connu. On a tous en tête les grandes épidémies, les pestes du Moyen-Âge, le choléra, la grippe espagnole dont vous parliez. Quel est le poids de ces épidémies dans la mémoire collective et dans ce que l'on vit aujourd'hui? Alors, l'exemple le plus caractéristique, si vous voulez, c'est la grippe dite espagnole, qui n'a rien d'espagnol, évidemment. Parce que, si vous voulez, à peine terminée en 1919, début 1920, on s'est empressé de l'oublier. Nietzsche avait insisté et dit que l'oubli était quelque chose qui était essentiel pour la volonté de vivre. Il avait parfaitement raison. Les contemporains en 1919 ont eu à cœur d'oublier complètement un événement qui avait fait pourtant de nombreuses victimes. Pourtant, il y a eu un exode massif. On a vu, après l'annonce du confinement, des milliers de citadins partir à la campagne. Est-ce que ça, on peut y voir la trace de, finalement, ces craintes, ces peurs lointaines? Alors ça, c'est un réflexe, en effet, très classique dans l'histoire des épidémies, la fuite, et la fuite massive. Ce qui veut dire, si vous voulez, que les populations emportent avec elles le virus et vont le propager un peu plus loin. Mais c'est un réflexe absolument qu'on retrouve dans toute l'histoire des épidémies depuis la peste de Justinien du 6e et 8e siècle jusqu'à nos jours. Comment s'arrêtent les épidémies, Patrick Zilberman? Est-ce que c'est une course de fond, finalement, qui nous attend aujourd'hui? Personne n'en sait rien et personne ne peut le dire, si vous voulez, puisqu'on n'en est qu'à la moitié du gué, finalement. On s'aperçoit que le confinement à domicile peut être relativement efficace. Je dis bien relativement, non pas pour mettre un terme à la circulation du virus, mais pour ralentir cette circulation et donc permettre, si vous voulez, aux hôpitaux de prendre en charge les gens vraiment malades, sans qu'ils s'écroulent, si vous voulez, sous l'afflux des patients. Donc ça, c'est une solution qui peut être valable. En 2003, le SRAS a effectivement fini par céder
parce que les populations, et notamment les populations asiatiques, mais aussi en Ontario, au Canada, ont effectivement se sont pliés aux ordres de quarantaine et donc ont limité au maximum leurs contacts. C'est entendu. Maintenant, c'est la méthode naturelle, si vous voulez, de disparition d'un virus, c'est quand l'immunité de la population devient plus supérieure et on a encore un petit peu de temps à attendre. à la Merci, circulation du virus, que le virus disparaît faute de pouvoir se nourrir. Et oui, il va falloir encore être patient. Merci à vous. Merci et encore désolé pour ce système D à situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.